OK. Donc, je vais laisser le plan juste à côté. Pardon, juste, Oui. je sais pas, une ou deux personnes qui viennent m'écrire que euh, ils ont pas, ils ont pas réussi à comme joindre un Zoom et c'est marqué pour eux que please wait, the meeting host, he will, attendez, will OK, let OK, je comprends. En fait, oui. oui, normalement, ça devrait être bon pour eux. Je sais pas pourquoi aujourd'hui spécialement ça fait ça, mais je suis obligée d'accepter les invitations de chacun. Mais normalement, ça devrait être correct pour eux. Oui, c'est ça. OK. Ouais, Il ouais, vient d'écrire que oui, vous avez donné permission. C'est bon. OK, OK, Merci beaucoup. merci. OK, on va commencer par la séance 7. On va aller à la page 6. Donc, on va faire un petit rappel sur les structures de données. En fait, c'est les structures que vous manipulez déjà dans votre TP. Donc, on va faire juste un rappel là-dessus. En fait, en prologue, les structures, c'est simplement des termes composés. Donc, c'est une façon de regrouper des constantes de façon logique. Et essentiellement, c'est une idée provenant des enregistrements dans d'autres langages, comme des structures, des records. Puis, ça permet de faciliter l'écriture des requêtes. Ça permet aussi de mieux représenter les connaissances. Par exemple, dans votre TP, vous avez le type ligne. En fait, c'est simplement un nom de prédicat, entre parenthèses, suivi des données. Donc, par exemple, on a la ligne jaune de métro, on a la station Berry-UQAM, on a la station Jean-Drapeau, puis on a la station Longueuil. Mais il n'y a pas vraiment un type spécifique pour les structures de données en prologue. Les structures de données se déclarent sous format de prédicat. Or, c'est dérangeant de devoir euh, autoriser chaque personne à la réunion. OK. Désolée, une seconde, j'accepte les invitations des autres étudiants. OK, c'est beau. Oui, comme je disais, les structures de données en Prolog, il n'y a pas vraiment un type qui existe pour les définir. Donc, on utilise simplement les prédicats et les atomes pour spécifier chaque type de données. Par exemple, si on veut représenter une date, on va simplement écrire prédicat date, puis le jour, le mois, l'année. Encore une fois, il n'y a pas une convention spécifique. Ici, on peut mettre l'année avant, ensuite le jour, ensuite le mois. Il n'y a pas un ordre spécifique. Si vous choisissez un ordre, il faudrait simplement le respecter au fil de votre programme, dans votre script. Et bien sûr, les structures peuvent être imbriquées. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une structure, vous pouvez avoir une autre. Par exemple, ici, la structure segment en inclut une autre qui est la structure point. Et la structure point prend deux arguments, dans le X et le Y, et le segment prend deux arguments, un point puis un autre point, puisqu'un segment va d'un premier point vers un deuxième point. Ensuite, ça c'est pour les structures de données. Donc en gros, les structures de données, c'est simplement, on déclare le nom de la structure, le prédicat, puis entre parenthèses, on met les arguments de notre structure. On va ensuite passer aux opérateurs, page 8, 9. En fait, je suis ce plan que j'ai présenté à l'introduction et je rappelle les notions importantes de chacune des séances. Dans la prochaine notion, c'est la notion d'opérateur. Ici, quand j'ai dit opérateur, je parle des opérateurs arithmétiques qui peuvent exister en prologue. Et ici, je ne vais pas parler de la création d'opérateurs ou la définition d'opérateurs parce qu'à la séance passée, on a vu comment on pouvait définir chacun de nos opérateurs, donc définir la précédence, définir l'associativité. Ici, ce qu'on va faire, ce que j'entends par opérateur, c'est présenter les opérateurs qui existent en prologue, dans l'addition, la multiplication. On va également voir les opérateurs de comparaison et d'unification. Donc, c'est ici que vous allez comprendre la différence entre les opérateurs égal, égal, par exemple, ou l'opérateur is, ou l'opérateur égal, deux points égal. Donc, c'est ici que on va les voir en détail.
Dans Prolog, les symboles plus, moins, étoile ou barre peuvent être traités peuvent être traités comme des atomes quelconques. Donc, ça veut dire que on peut les utiliser de façon préfixe ou de façon infixe. On peut les voir comme un nom de prédicat. Là, on voit qu'on a mis plus au départ, un peu comme un nom de prédicat. Entre parenthèses, on met les arguments. La même chose pour les opérateurs étoile ou multiplication, les opérateurs division ou les opérateurs négation. Donc, on peut les utiliser en notation préfixe, mais également en notation infixe. Donc, par exemple, il faut savoir que ces deux opérations sont différentes parce que 4 plus 9, c'est un arbre en prologue, alors que 13, c'est uniquement un atome. Donc, 4 plus 9 n'est pas évalué. Donc, du coup, lorsque je fais la comparaison entre 4 plus 9 et 13, ça donne false simplement parce que 4 plus 9 n'est pas évalué. Le égal ne permet pas l'évaluation. La même chose, lorsque je fais plus devant comme ceci, ça c'est une expression qui est équivalente à celle-ci, qui est un arbre. Donc, on s'attend à ce que ça retourne false, vu qu'un arbre n'est pas égal à un atome. Par contre, si je fais plutôt cette opération-là, donc au lieu de mettre uniquement un atome, mais je mets un arbre à côté, ce que Prolog va faire, c'est évaluer élément par élément. Donc, évaluer la partie gauche de l'arbre avec la partie gauche de l'arbre à droite, puis évaluer la partie droite de l'arbre à gauche et la partie droite de l'arbre à droite. Donc, il va unifier 4 avec x, puis 3 avec 2. Là, il va simplement échouer parce que 3 n'est pas unifiable avec 2. Alors que quand je le fais dans ce cas et que je remplace 2 par 3, ce qu'il va faire, c'est unifier 3 avec 3, puis unifier 4 avec x. Et comme retour, il va retourner x égale à 4. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'en prologue, lorsqu'on lui donne un but, son objectif, c'est de pouvoir unifier chacune des variables dans le but à une valeur. Donc ici, le résultat, et lorsqu'il ne peut pas, il va retourner false, mais lorsqu'il peut, il va unifier la variable à une valeur et retourner ce résultat-là. Puis ensuite, bien sûr, par défaut, les opérateurs ont une priorité prédéfinie et on l'avait vu la dernière fois. En prologue, les opérateurs ont été prédéfinis avec une certaine priorité. On avait vu que la priorité était définie par un nombre qui variait de 0 à 1200. 0 pour les opérateurs qui ont une forte priorité et 1200 pour les opérateurs qui ont une faible priorité. Et par contre, on peut utiliser les parenthèses pour court-circuiter cette priorité-là. En fait, c'est valable dans tous les langages. Lorsqu'on rajoute des parenthèses, en fait, on force la priorité, on force l'exécution sur une certaine partie de l'opération par rapport aux autres. Donc, les parenthèses permettent de court-circuiter la priorité d'un opérateur. Et puis, c'est très pratique si on utilise des symboles pour qu'ils aient un sens particulier. Donc, ça veut dire que lorsque vous déclarez un nouveau symbole qui est une opération, lorsque vous utilisez l'associativité, vous définissez l'associativité ou que vous définissez la priorité, ça donne un sens au symbole. Donc, le symbole n'est plus juste un symbole, mais ça devient un opérateur. Et bien sûr, on avait vu que c'est très facile de redéfinir les opérateurs en prologue et ça se faisait facilement avec la déclaration. On avait dit que pour déclarer un opérateur, on faisait simplement 2.-op et entre parenthèses, je définis le nom de mon opérateur. Ça peut être op1. Ensuite, pardon, pas l'opérateur, mais on commençait par la priorité. Je ne me rappelle plus de l'ordre. On va juste aller rapidement. Si je vais dans le cours, c'était les noms de cours 9. Juste un rappel, je ne sais plus qui était le premier, le nom de l'opérateur ou la précédence. On avait vu que, voilà, c'est la précédence en fait, le nom est à la fin. Donc, la précédence, en fait, j'ai plus besoin de l'écrire, on l'a ici. Donc, pour définir l'opérateur, il y a un tiret qui manque ici, donc c'est 2 points tirets. Le mot-clé opérateur, puis la précédence.
Donc, plus c'est petit, plus l'opérateur est important. Puis ici, l'associativité, on avait dit que Y est plus fort que le X. Donc, quand Y se trouve à gauche, ça veut dire que l'associativité est à gauche. Si Y se trouve à droite, ça veut dire que l'associativité est à droite. S'il n'y a pas de Y, ça veut dire qu'il n'y a pas d'associativité du tout. Et le troisième paramètre, c'est le nom de l'opérateur. Donc, lorsqu'on définit ceci, Prolog interprète notre nouveau nom comme un opérateur avec ces paramètres-là. Donc, ça, c'est pour les opérateurs. On ne reviendra pas dessus, mais pour ceux qui n'ont pas assisté à la démo, en fait, si vous voulez travailler les opérateurs, il faut faire le labo de la semaine dernière, qui est le labo 9 ou 10, je ne me rappelle plus, mais c'est le labo de la semaine dernière, où on voit en détail chacun de ces opérateurs, comment est-ce qu'on définit les opérateurs et comment est-ce que ça fonctionne. OK, donc ça, c'était pour les opérateurs. Puis, on va passer à, je suis encore une fois le plan qui se trouve ici. Là, on va passer à l'unification. Donc, unification, on va toujours parler d'opérateurs, mais cette fois-ci, encore une fois, on va voir en détail la différence entre les opérateurs égal, égal 2 points, égal, égal, etc. Donc, lorsqu'on écrit l'opérateur, on va commencer par l'opérateur égalité. Lorsqu'on écrit x égale y, en fait, ce qu'on cherche à faire, OK, il y a une question. Pourriez-vous nous montrer un exemple concret de l'utilisation de la précédence? C'est ça que j'ai dit, je l'avais fait au labo 9, au labo 10 ou 9, je ne me souviens plus. Lorsqu'on était, je pense que c'est le labo 10, je crois que c'est le labo 10. Oui, on l'avait fait, si je prends la solution, j'avais fait ce labo avec vous où je définis les opérateurs et par rapport à leur précédence, je suis capable de mettre des parenthèses à mon expression. Je vais juste rapidement faire le premier et puis le reste, je ne vais pas le refaire parce que je l'avais déjà fait. Donc, par exemple, si j'ai un opérateur alpha qui est défini avec une précédence de 900 et une associativité de xfx, ça veut dire que alpha n'est pas associatif ni à gauche ni à droite et a une priorité de 900. L'opérateur bêta a une priorité de 600, ça veut dire qu'il est prioritaire par rapport à l'opérateur alpha, un peu comme la multiplication par rapport à l'addition. Puis, cet opérateur est associatif à gauche. Donc, ça veut dire que la partie de gauche doit être exécutée avant. Et c'est un opérateur qui, en fait, prend un seul argument et cet argument doit se trouver à gauche. Puis, on a l'opérateur gamma qui est de priorité 500. Donc, ça veut dire qu'il a une priorité supérieure à bêta puis alpha. Donc, si dans une opération, on a alpha, bêta, gamma, ça veut dire que gamma va être exécuté en premier lieu avant que bêta soit exécuté, puis avant que alpha soit exécuté. Et dans la règle d'associativité, on voit que gamma, c'est un opérateur qui prend deux paramètres et l'associativité se trouve à gauche. Je prends un exemple ici, donc A, gamma B, gamma C. Quand on voit l'opérateur gamma, on voit que c'est le seul opérateur, donc il n'y a pas vraiment lieu à priorité. Mais ce qu'on constate, c'est que l'associativité doit être à gauche. Donc, ça veut dire que si j'ai une expression de cette forme-là, l'associativité m'oblige à ce que j'exécute d'abord la partie de gauche avant d'exécuter toute l'opération. Encore une fois, la précédence, c'est simplement pour dire quel opérateur va être exécuté en premier par rapport à l'autre. OK. Une autre question, ce que j'ai la difficulté à comprendre, c'est qu'un opérateur habituellement plus, moins, égal, alpha par exemple ne fait pas définir une priorité, il ne fait rien d'autre. J'essaie de comprendre la question. OK. Oui, ben ici, quand on définit comme ça, c'est l'opérateur, je n'ai pas encore spécifié qu'est-ce que alpha va faire. Donc, comment est-ce que alpha va s'exécuter? Après, vous pouvez donc définir votre gamma, un peu comme n'importe quelle fonction. Donc, par exemple, je peux définir gamma A, B. Ça sera
Bon, gamma, va faire une opération de division ou de multiplication de A plus B, le tout fois 2, par exemple, comme ceci. Ça, c'est juste un exemple bidon, fois 2. Puis, on met le résultat comme étant, on peut le mettre comme étant, bon, X, et j'écris vraiment n'importe quoi juste pour vous... Ah, ok, la personne a compris. Mais en gros, il faut définir gamma après. Ce que j'ai défini, c'est uniquement la priorité pour la précédente, mais je n'ai pas défini comment est-ce que ça va se calculer. Ok, on continue. Mais de toutes les façons, si je vous pose une question sur les opérateurs, ça sera surtout sur rajouter des parenthèses à une expression. Mais ça, c'est une question qui viendra probablement. OK. Donc, lorsqu'on écrit x égale à y, ce qu'on cherche à faire, c'est de vérifier s'il y a une façon de rendre égales les expressions à gauche et l'expression à droite. Donc, généralement, on va appeler l'opérateur égal l'opérateur d'unification. Donc, si c'est possible d'unifier x et y, alors on va dire x et y sont unifiés. Et il n'y a que deux résultats possibles. Soit on réussit, donc true, soit on échoue, donc false ou fail. Dans la réussite, c'est si les deux variables, si les deux variables non insensées sont compatibles, donc ça veut dire que y et x contiennent le même contenu, donc ils ont les mêmes choses à l'intérieur. Si c'est un arbre à gauche, alors j'ai un arbre à droite et que les valeurs sont égales, alors ça réussit. Par contre, si les deux variables sont contradictoires, donc ça veut dire que c'est deux variables qui n'ont aucun rapport, à ce moment, c'est échec. Donc, c'est comparer deux variables ensemble. Puis, deux atomes sont égaux si et seulement si ce sont les mêmes. Les atomes, c'est tout ce qui est en minuscule. Donc, par exemple, si j'ai dit A égale A, non, ça devrait être la même chose. Non, oups, je pense que ça, c'est votre TP. Non, qu'est-ce que je vais faire? C'est coup 10. OK. Donc, si je fais dans le terminal ici, on va d'abord sortir, puis je vais lancer SUIPL. Donc, si je fais A égale A, c'est deux atomes, donc c'est true. C'est la même chose. Donc, deux atomes sont égaux si et seulement si ce sont les mêmes. Deux entiers sont égaux si et seulement si ce sont les mêmes. Donc, 4, par exemple, égale à 4. C'est normal. Mais 4 égale à 3, ça ne marche pas parce que c'est deux entiers qui sont différents. Deux flottants sont égaux si et seulement s'ils ont la même valeur. Donc, c'est le même principe. Deux structures sont égales, ça c'est où ça devient intéressant. Donc, deux structures sont égales si seulement si elles ont le même fonteur, c'est-à-dire le même nom de prédicat. Donc, ça veut dire que si j'écris ligne jaune métro, bon, bien sûr, il y a d'autres arguments, mais je vais m'aligner là, que je fais égal à ligne jaune bus, par exemple. Ici, ces deux structures sont égales si et seulement si elles ont le même fonteur. Là, elles ont le même fonteur, les lignes, c'est ça le fonteur, donc elles ont le même fonteur. Si elles ont le même nombre d'arguments, ici, ils ont le même nombre d'arguments parce qu'à gauche, j'ai deux arguments. À droite, j'ai également deux arguments. Mais également, si toutes les composantes sont elles-mêmes égales. Donc, est-ce que jaune égale à jaune? Oui. Est-ce que métro égale à bus? Non. Donc, ça échoue. Donc, la comparaison est un peu de façon hiérarchique. Donc, on va commencer par le fonteur, ensuite le nombre d'arguments, puis les composantes à l'intérieur. On va prendre un exemple. Ici, on veut dire si les bus suivants réussissent ou échouent.
Une seconde, j'autorise d'autres personnes qui veulent se joindre. OK, c'est parfait. Donc, on demande de dire si les buts suivants réussissent ou échouent. Par exemple, on prend le premier, pilote A, London, pilote London, Paris. Donc, lorsque je fais ceci, ce qu'on voit, c'est que pilote et pilote, c'est le même nom de fondeur. Ils ont le même nombre de variables, le même nombre d'arguments. Puis, on va comparer élément par élément. A, c'est une variable. Donc, A peut être égal à London. Ça, c'est bon. Mais London, ce n'est pas une variable, c'est un atome. On voit que London est différent de Paris. Donc, on s'attend à ce que ça retourne un false. Ça aurait retourné true si, ici, on avait London. À ce moment, ce qu'il va faire, c'est unifier la variable A à une valeur qui est London. Donc, il retourne A égale London. Ensuite, on nous donne point x, y, z, puis point x1, y1, z1. Encore une fois ici, on voit que point, puis point, c'est le même... je remonte un peu. On voit que point et point, c'est le même nom de fondeur. Ils ont le même nombre d'arguments. Puis, vu que ce sont des variables, donc on va simplement dire x égale à x1, y égale à y1, puis z égale à z1. Il fait simplement une unification vu que ce sont des variables. Ensuite, on nous dit letter C égale à word letter. Donc, ici, on voit déjà que les deux n'ont pas le même fondeur, donc ça ne vaut même pas la peine de continuer. Donc, ça retourne false puisque ce n'est pas le même fondeur. On a noun alpha, la même chose. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Bon, bref. Donc, non. Et on voit que les deux bords, on n'a pas le même nom de fondeur, donc ça échoue. La même chose, student et student, ici, ça va retourner true. Parce que lorsqu'on met dans l'accolade, en fait, ça équivaut à le mettre simplement comme ceci. Donc, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais ça reste un atome. Donc, student égale à student. Puis, j'espère que ça ne va pas s'arrêter avec ce qu'il me dit ici, là. En tout cas, on va continuer. Puis, le prochain exemple, on voit que F et F, c'est le même nom de fondeur. Ils ont le même nombre d'arguments. Ensuite, on va comparer élément par élément. Donc, est-ce que x égale à a, vu que x est une variable, donc ça sera true, donc x égale à a. Maintenant, on me dit encore x égale à b. Est-ce que a égale à b? Parce que x a déjà été unifié avec a. Donc, a n'est pas égal à b, donc du coup, ça retourne un false. Et puis, finalement, lorsque j'écris ceci, on voit qu'on a le même nombre de fondeurs encore une fois. On a le même nombre d'arguments. Puis, ce qu'on va faire, c'est comparer argument par argument, donc élément avec élément. X égale à Z, donc c'est correct. A de B de C égale à A de Z de C. Là, encore une fois, on a un fondeur puis des variables, donc on va refaire la comparaison. Le même nombre de fondeurs A, puis le même nombre d'arguments B, C, puis Z de C. Maintenant, on va comparer argument avec argument. Donc, B égale à Z, ou Z égale à B, puis C égale à C. Donc, le résultat sera X égale à Z, qui est égal à B. Donc, c'est ça le résultat. Je vais juste couper le micro à Champi, puis à Christophe. OK, c'est parfait. Donc, ça, c'est pour l'unification. On voit que l'unification est assez simple. Il suffit juste de comparer prédicat avec prédicat ou fondeur avec fondeur. Si ça marche, comparer argument avec argument jusqu'à ce que vous terminez la structure. Donc, ça, c'est l'unification et c'est ce qui se fait avec le égal. Puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe d'autres
opérateurs qui permettent de faire la même chose que égal, ce qu'on va voir. On a l'opérateur égal, 2 points égal. Ça permet de faire la comparaison comme le égal, mais sauf que lui, ce qu'il va faire, c'est évaluer avant de faire la comparaison. Dans le 2 points égal, ce qu'il fait, c'est évaluer à gauche, puis évaluer à droite avant de faire l'unification. Donc, c'est un peu, peut-on avoir des majuscules? Là, ça devient une variable. Je réponds à Léopold. Lorsque vous mettez la majuscule devant student, là, student devient une variable. Donc, lorsque vous faites student, parce que tantôt, je comparais atome avec atome, mais là, ça devient comparaison avec, on dirait une bombe qui va exploser là. C'est drôle, mais j'espère que ça va, je sais pas pourquoi il me demande ça, mais bon. OK. Donc, ici, en fait, ce qu'il va faire, c'est vraiment pas la même chose parce que student devient une variable. Ce qu'il va faire, c'est mettre la valeur qui est entre côtes dans la variable. Il va juste faire une unification. Alors que tout en haut ici, c'était atome avec atome. OK, j'espère que... OK. Donc, ce que je disais tantôt, le égal 2 points égal, c'est vraiment important de comprendre que c'est un opérateur qui va faire de l'évaluation avant de faire l'unification. En fait, c'est un peu comparable au is, sauf que le is, ce qu'il fait, c'est qu'il évalue uniquement à droite avant d'unifier, alors que le égal 2 points égal évalue à gauche et à droite avant d'unifier. Le égal, c'est l'unification, dont on l'a vu tantôt. Puis vous avez le signe inférieur, puis le signe supérieur, puis inférieur ou égal, supérieur ou égal. Ça, c'est des opérateurs qui existent dans les autres langages. Encore une fois, il faut noter que le égal et le égal 2 points égal n'ont pas le même comportement. Je prends un exemple. Si je fais plus 4, 3 égale 7, alors c'est comme si je comparais un arbre avec un 7. L'égal ne fait pas d'évaluation, donc il va retourner un false. Par contre, lorsque je fais égal 2 points égal, ce qu'il va faire, c'est évaluer à gauche, puis évaluer à droite. Mais à droite, je n'ai plus besoin d'évaluer parce que j'ai une seule valeur. Mais à gauche, je dois l'évaluer. Et 4 plus 3 me donne 7. Et après, j'unifie 7 avec 7, ce qui me retourne true. Non, ce n'est pas une variable. Je réponds à Léopold. C'est le student de l'autre côté qui est une variable. À ce moment, student entre côtes devient un atome. Oui, donc je reviens ici. Plus 4,3. Dans l'addition, l'évaluation va me donner 7. Donc 7 égale 2,7, ça donne true, parce que 7 égale 7. Donc, on revient sur les opérateurs de comparaison. Donc, égal, égal. En fait, il faut voir égal, égal un peu comme c'est un peu, c'est un opérateur qui est beaucoup plus strict que le égal. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment comparer si le premier est identique exactement au deuxième. Donc, il ne va pas chercher à faire d'unification. Donc, même si vous incluez une variable à l'intérieur, il ne va pas essayer de faire l'unification. Il va juste vérifier est-ce que ce que vous avez mis à gauche est exactement égal à ce que vous avez mis à droite. Puis, le bar égal égal fait le contraire de lui. Il va réussir si les deux ne sont pas identiques. Vraiment, quand je dis identique, c'est identique jusqu'aux paramètres jusqu'aux paramètres défendeurs. Ensuite, le égal, quant à lui, va faire une unification. Donc, ça veut dire que lorsque, dans l'expression, il va rencontrer une variable, ce qu'il va essayer de faire, c'est associer une valeur à cette variable-là. Alors que l'égal égal ne va pas faire de l'association. Il va juste vérifier que ce que j'ai à gauche correspond à ce que j'ai à droite. C'est tout. Il ne va pas faire d'unification. Et la barre égale fait le contraire
de l'unification, donc il va vérifier que les deux ne sont pas unifiables. On va prendre un exemple concret. Si je fais f de x majuscule est égal à f de x minuscule, alors dans le égal, qu'est-ce qu'il fait? Il n'unifie pas x à petit x. Il retourne un false, alors que le égal va unifier grand x à petit x. Donc, on voit que là, ça ne fait pas la même chose. Donc, x égal va unifier, alors que égal va juste comparer. Avant de continuer, je vais juste m'assurer que ce truc ne va pas couper. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne coupe pas. De toutes les façons, si ça coupe, ne vous en allez pas rester en ligne. Je vais trouver un moyen pour se reconnecter. Parce que, en tout cas, on va continuer jusqu'à ce que ça coupe, en espérant que ça ne coupe pas. OK, on continue. Puis, lorsque je prends une autre expression où je vais utiliser le différent, donc j'ai à gauche A, majuscule G, virgule 7, puis à droite, j'ai A, majuscule 6, virgule 7. Donc, on voit que ce qu'il fait, il ne fait pas l'unification, parce que si j'avais fait égal, ce qu'il allait faire, c'est unifier G avec 6. Mais ce qu'il va faire, c'est s'assurer que l'expression à gauche n'est pas égale à l'expression à droite. Et c'est ce qui est le cas. G n'est pas égal à 6. Donc, du coup, il retourne true parce que cette expression est différente de celle-là. Donc, encore une fois, c'est vraiment important de comprendre ces différences-là. Le égal va comparer si les deux éléments sont identiques, alors que égal va faire une unification. Donc, ça, c'est un point à comprendre. Puis, d'autres opérateurs